Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité du moment. Une fois n'est pas coutume, ce soir on parlera essentiellement économie, notamment la situation des petites et moyennes entreprises à l'épreuve de la crise sanitaire planétaire du Covid-19 notamment. Comment se portent nos PME, leurs difficultés, leurs défis, les solutions, le financement de nos petites et moyennes entreprises, autant de questions évoquées ce soir dans NCI 360. Et pour en parler, je reçois pour vous, chez vous, un banquier, Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement, Marcellin Zinsou, président du Conseil du Fonds de garantie pour les PME, Fatim Cissé, directrice générale de la PME Dux, experte en intelligence artificielle, Delas Ndri, directeur général de Camtar, une PME ivoirienne spécialisée dans la logistique, travaillant pour des multinationales notamment, et docteur Diomandé Moussa, président de la plateforme unique des PME. C'est bien cela, docteur? Bien cela, oui. Bonsoir à tous et bienvenue. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, les petites et moyennes entreprises PME, fortement impactées par la pandémie du Covid-19, estiment que les critères d'accès aux fonds de soutien aux entreprises ne sont pas adaptés. Selon les acteurs, très peu de PME ont pu bénéficier du fonds Covid-19 mis en place pour les appuyer. À la Fédération ivoirienne des PME, par exemple, on parle de seulement 1%. Vous nous en direz plus, Monsieur Marcellin Zinsou, président du Fonds de garantie pour les PME. Mais avant, je vous propose de voir ce sujet de la rédaction. Entre charges locatives, salaires, impôts imminents à payer et baisse de chiffre d'affaires, les petites et moyennes entreprises ne s'en sortent plus dans cette crise sanitaire devenue économique. Et les mesures d'accompagnement mises en place ne semblent pas pouvoir atténuer les conséquences de la pandémie sur les PME. Au cours de cette conférence de presse, les opérateurs économiques de cette tranche d'entreprise ont déploré le manque de pragmatisme dans l'appui apporté. Au niveau des impôts et taxes reportés de 3 mois, les impôts viennent, ils évaluent ce que tu vas faire comme recette dans l'année et puis on calcule. Si tu as 15 millions dans l'année, avec leur taux, ils vont calculer, dire, ah ok, tu vas payer impôt, c'est un exemple, 300 000. Donc 300 000, on divise par 12 mois et puis on dit, chaque mois, tu viens payer tant, le 12e. Mais la personne qui a fermé là, qui n'a pas fait de chiffre d'affaires là, qui a un forfait là, il va payer quoi encore? Les fonds. Pourquoi bénéficier? Comment on doit bénéficier des fonds? Et ça, il dit, quand quelqu'un est touché, comme un restaurant qui a fermé, qui a perdu un chiffre d'affaires, et qu'on lui dit d'ouvrir, et comme condition, maintient tous tes employés, il n'a pas travaillé pendant 2 mois. Tu as ouvert et puis tu fonctionnes maintenant à 10% de ses capacités. Et pourtant, les PME représentent 98% du tissu économique formel et contribuent à environ 20% du produit intérieur brut. Pour les acteurs, il est indispensable de remédier à ces insuffisances. Le gouvernement même reconnaît, après 2 semaines de travail du comité qui a été mis en place, les chiffres sont sortis, 1% pour tel groupe, le seul groupe, 63%, c'est solidarité. Il faut être pragmatique. C'est-à-dire, autant on peut satisfaire l'option politique, autant on peut satisfaire l'option non politique, c'est-à-dire les acteurs économiques, les opérateurs économiques. Notons que les premières mesures de restriction liées au coronavirus pour les entreprises ont été annoncées depuis mars dernier. L'évolution des cas de personnes contaminées au cours de ces derniers jours a amené l'État à resserrer certaines mesures barrières. Parmi les plus grands perdants, on compte les petites et moyennes entreprises. Marcellin Zinsou, vous êtes le président du Conseil du Fonds de garantie pour les PME. Comment vous réagissez après avoir vu ce reportage? Ce reportage, il faut le situer dans une période bien donnée, effectivement. Et la personne qui se prononce là est elle-même membre du comité de gestion du Fonds de soutien des PME.
Et à cette période, je crois qu'il y a 3 mois de cela, nous étions effectivement à des taux d'absorption qui étaient très bas. Je puis vous dire aujourd'hui que nous avons largement dépassé les 20% d'absorption des fonds qui ont été mis en place, en tout cas concernant les PME. Pour la simple et bonne raison que l'État a entendu les complaintes des différentes associations de PME, et je peux vous faire l'annonce, en attendant l'annonce officielle, que la semaine dernière, nous avons décidé d'alléger significativement l'accès, les critères d'accès au fonds de soutien des PME. Malheureusement, force est encore de constater qu'il manque au niveau des PME une certaine formalisation. Et cette formalisation, nous restons convaincus qu'elle se fera avec le soutien de la plateforme unique des PME, qui prendra en charge aussi les PME pour qu'elles puissent facilement accéder à ces fonds qui existent, qui ont de l'argent pour elles. Je vais terminer en disant, c'est très facile de taper à chaque fois sur l'État, de réclamer à chaque fois des mesures supplémentaires. Mais apprécions un jour, à un instant T, l'effort réalisé par l'État de Côte d'Ivoire au début de cette crise où il n'y avait aucun modèle de prise en charge. Personne parmi nous n'avait une banque de données de prise en charge pour résorber cette crise économique. Le résultat, in fine, vous voyez, la Côte d'Ivoire vient, il n'y a pas longtemps de cela, d'avoir des chiffres excellents reconnus par la Banque mondiale et d'être bien classé. L'État a fait un effort sur lui-même, sans partenaires techniques et financiers. Quand feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au mois d'avril 2020, annonce un plan économique, il n'est pas financé, ce plan, par les partenaires techniques et financiers. Il est financé par les ressources propres de l'État. Ce n'est que, disons... Quand vous dites que ce sont des efforts que l'État a consentis. L'État a consenti des efforts. Tout à l'heure, vous parliez d'allègement des conditions d'accès aux fonds PME. Comment elles seront allégées? Vous nous en dire un peu plus? Je vous donne déjà la primeur d'un point qui était très bloquant pour les PME. C'est bien pour nous, mais si vous pouvez aller un peu plus loin. Vous aviez, par exemple, la condition des 2 états financiers pour une PME. Je puis vous dire qu'à la demande du président de la République, les 2 ministres de tutelle du Fonds de soutien des PME, le ministre de la promotion des PME, le ministre de l'économie et des finances, ont pris un arrêté pour décider qu'à compter de la semaine prochaine, ce serait un seul état financier qui serait demandé aux PME. C'était un parcours de combattant pour les PME de fournir 2 états. Les 2 autres décisions intéressantes portent sur... comment on appelle, l'attestation de régularité fiscale et l'attestation, la situation de mise à jour au niveau de la CNPS. Nous nous sommes rendus compte, après 4 mois, 5 mois, qu'il était difficile pour les PME de pouvoir bénéficier de ces attestations, parce que certaines PME avaient pris des écarts, plus ou moins, avec ces règles de bonne gestion, de bonne gouvernance. Nous avons décidé au niveau du Fonds de soutien des PME, non pas d'interdire ces attestations, non pas de les exclure, mais bien entendu d'accorder les crédits sous réserve qu'à la fin, les PME fournissent ces attestations. Régularisent leur situation. Très bien. Voilà. Alors, M. Delmas-Andry, je vois que vous hochez la tête. Vous êtes apparemment, vous approuvez ce que disait tout à l'heure M. Zinsou? Oui, alors... Ce sont des craintes que vous aviez aussi? On avait, nous, dans notre cas, au niveau de Camtar, eu quelques blocages. Quelques blocages parce qu'on existe depuis 2018. Donc, il nous était demandé 2 états financiers, impossible de fournir. En fait, on n'avait que l'état financier de 2018, en fait, fourni en 2019. Donc, c'était un point bloquant. L'un des critères qui nous embêtait aussi, c'était par rapport à l'attestation de régularité fiscale. On a eu la particularité de déménager entre-temps, en fait, donc de changer de bureau. Donc ça a mis un temps fou pour avoir notre attestation de transfert, pour changer de centre d'imposition. Et déjà, avoir un nouveau centre d'imposition, ce n'était pas évident. Une fois qu'on a fini cette formalité-là, demander une attestation de régularité fiscale, on tournait un peu entre les 2 centres d'imposition. Donc dans cette période assez sensible, où il y avait très peu de personnes dans les bureaux, à la fois chez nous comme dans l'administration, on n'a pas pu obtenir les documents à temps.
Et il était difficile pour nous de solliciter un tel fonds, alors que notre activité en a grand besoin. On a besoin de pouvoir tourner, on a besoin de pouvoir financer. Et la grande majorité de nos clients ne travaillaient plus. Donc, quand on avait une facture chez un client qui devait être réglée, le comptable, le DAF, personne ne répondait. Donc, on avait un grand espoir dans cette solution de financement qui avait été mise en place par l'État, Vos espoirs ont été comblés? Là, je viens d'avoir l'information sur ces allègements. Donc, on va retenter le dossier pour espérer justement avoir un financement. Parce qu'on n'a pas du tout essayé, vu qu'on ne répondait pas aux critères. Donc, on n'a même pas essayé de déposer le dossier. Très bien. Monsieur le Président de la plateforme unique des PME, de façon générale, sur ce plateau, à plusieurs reprises, vous interpelliez l'État sur certaines questions, notamment l'allègement de ces mesures-là en vue d'avoir accès facilement aux fonds destinés aux PME. Aujourd'hui, c'est quoi votre sentiment ? Alors, je voudrais me réjouir des décisions qui ont été prises par le gouvernement. Nous avons interpellé le gouvernement sur les conditions d'accès aux fonds. Et je pense que ce que nous avons demandé, le gouvernement en a tenu compte. Et les PME doivent résolument aller vers les gestionnaires de ces fonds pour avoir les fonds. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, il faut comprendre qu'au départ, personne n'était préparé. Vous voyez, à la crise de la pandémie de Covid-19 et ses conséquences sur l'économie. Nous avons dû imaginer des solutions par-ci, par-là. Et aujourd'hui, tout ce que nous avons demandé au gouvernement, je dois dire, il faut être honnête, le gouvernement les a considérés et il faut saluer cette initiative. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est vrai de mettre de l'argent à disposition des PME, mais aussi imaginer encore des marchés. C'est-à-dire qu'il faut faire tourner la commande publique pour que ces PME qui ont reçu de l'argent puissent non seulement faire tourner leur business, mais également puissent puissent avoir des marchés pour travailler. Cela est extrêmement important pour les petites et moyennes entreprises. Vous avez tout ce qui concerne l'implantation à l'étranger. Il y a des PME qui sont exportatrices. Donc, le fonds doit aller plus loin dans la philosophie, dans la compréhension des modèles économiques des PME. Aujourd'hui, nous avons levé tout ce qui concerne la financiarisation, les attestations de régularité fiscale. Maintenant, on doit se dire qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui sont localisées certainement dans d'autres pays. Donc, il faut les aider à participer à la promotion de notre économie à travers toujours ce fonds. Donc, nous demandons que le fonds soit maintenu. Voilà, c'est une bonne période. Et que, Quand vous dites une bonne période, faites allusion à quelle périodicité, par exemple? Il faut que le fonds soit permanent. Permanent? Qu'on le renomme, oui. Parce que, vous savez, avec ce genre de fonds, les PME n'ont plus des problématiques de garantie ici et là, où quand vous déposez un dossier, on vous demande des nantissements et autres. Non, c'est simplement, on se fait confiance, on travaille et c'est bon pour tout le monde. Fatim Cissé, Dux a aussi payé un lourd tribut dans cette période de Covid-19 ou pas du tout? Je pense, les opérateurs des nouvelles technologies, du digital, la réalité a été un peu différente. Cette crise, je pense, a permis de sensibiliser les entreprises et les particuliers sur le rôle que ces nouvelles technologies-là pouvaient jouer dans ces cas de crise. Notre activité a eu une augmentation importante parce qu'on a été approché par divers clients qui voulaient permettre, par exemple, à leur personnel de travailler à distance, qui voulaient pouvoir communiquer avec leurs clients en utilisant les moyens digitaux. Donc je pense que nous, on a été épargnés de la crise juste en vertu de la nature de notre activité. Loin d'être cynique, j'ai pas envie de dire, quelque chose de malheur est bon. On ne peut pas encore se réjouir, mais pour les entreprises du digital, effectivement, ça a été vraiment, je pense, un point de départ pour une nouvelle ère, je pense, dans notre activité. Monsieur Youssouf Fadiga, en tant que directeur général de la Banque nationale d'investissement, quel a été votre apport aux côtés des PME que vous côtoyez tous les jours, qui vous sollicitent tous les jours dans cette période difficile depuis l'avènement du Covid-19? Alors, notre rapport a été à deux niveaux. Déjà, au niveau de nos clients que nous avons au niveau de la banque, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'allègement pour octroyer à ceux qui exprimaient le besoin d'avoir des reports d'échéance, parce que comme c'était une période difficile, pour qu'elles puissent faire face à leurs charges,
opérationnels au quotidien et non pas se soucier du remboursement des différentes annuités au niveau de la banque. Et donc ça, c'est des mesures que nous avons mises à la disposition de nos clients pour faire en sorte que tous les clients, quel que soit le secteur dans lequel ils opèrent, puissent bénéficier de cela. Nous avons communiqué massivement là-dessus. Mais également, nous avons travaillé avec l'État, puisque la BNI avait été au centre du dispositif qui a été mis en place pour l'accompagnement des PME, pour faire en sorte de pouvoir analyser avec le fonds de soutien des PME, analyser les dossiers, voir les dossiers qui répondent aux critères, etc. Et c'est très important, je rebondis un peu sur ce que disait le docteur Diomandé, sur la nécessité, et également le président du fonds de garantie, sur la nécessité pour les PME de pouvoir justement se formaliser. C'est un point qui est extrêmement important parce que nous avons constaté effectivement qu'il y a beaucoup de PME qui ne déclarent pas leur personnel à la CNPS, etc. C'est dire qu'aujourd'hui, les fonds que l'État met à disposition sont des fonds issus de la fiscalité. Ce qu'il a très bien dit M. Zinsou, c'est que dès le départ, l'État a pris sur fonds propres. Et ces fonds-là, c'est justement des fonds qui sont issus des différents types de fiscalité qui sont collectés par l'État. En plus de cela, c'est dire que ce que disait le docteur Diomandé sur la pérennité des fonds, il faut dire que ce sont des fonds qui sont spéciaux dans des cas de crise. La pérennité de ces fonds impliquerait que les PME ne se financent plus par ailleurs pour leurs besoins de financement. Alors que je pense que les PME gagneraient à se formaliser, à répondre à un certain nombre de critères pour faire en sorte de pouvoir recourir à d'autres types de financement au-delà des fonds de soutien. Je vous pose une autre question. Je vous ai entendu parler de formalisation des PME, pareil pour M. Zinsou. Quels sont les obstacles qui se dressent devant les PME qui ont envie certainement de se formaliser, mais qui n'y arrivent pas? C'est quoi les obstacles? Ça peut vous concerner aussi, M. Ndri? Oui, alors, moi, j'aimerais, si vous permettez, présenter notre activité pour montrer un peu en quoi la formalisation est indispensable. Alors, sans faire de publicité, en 2 lignes, oui, rapidement, oui. Dites-nous. Oui, en fait, nous, on est une plateforme qui Vous êtes dans connecte... la logistique? On est dans la logistique, en fait. On est une plateforme digitale qui connecte des transporteurs à des expéditeurs de marchandises. Et cette crise-là, justement, comme Fatim le disait, nous a permis de mieux faire connaître notre activité et de pouvoir, justement, avoir une croissance au niveau de notre activité. Et on est soumis à certaines difficultés de formalisation parce que nous travaillons beaucoup avec le secteur informel. Donc nous travaillons avec des partenaires transporteurs qui sont dans l'informel, que nous accompagnons, nous, à améliorer leur formalisation. Donc à créer une société, à pouvoir émettre des factures normalisées, parce que nous en avons besoin pour pouvoir travailler efficacement avec eux. La question qui se pose sur la formalisation de l'activité des PME, je pense que c'est une question qui est globale et qui ne doit pas toucher uniquement les PME. Parce que les PME, le reportage, je disais tout à l'heure, représente 98% du tissu économique. C'est cela. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'emplois qui dépendent des PME, une bonne partie de notre PIB dépend des PME. Donc comment est-ce qu'une vision globale permettrait d'accompagner les PME à se formaliser? Accompagner les Quand vous dites vision globale, vous lorgnez l'État encore une fois? Je ne dirais pas l'État, parce que là, on a une banque qui est avec nous. C'est une problématique, justement, qui concerne la banque. C'est une problématique qui concerne les impôts. C'est une problématique qui concerne les PME elles-mêmes. Donc, c'est une vision d'ensemble qui va être peut-être une association de l'expertise du secteur privé, de l'expertise de l'État, qui va aussi associer les cabinets comptables, les cabinets financiers, pour que, pourquoi pas, une PME qui se crée, on accompagne obligatoirement, que ce soit gratuit ou pas, cette PME-là, dans les premières années, à pouvoir commencer à se structurer. Parce que la difficulté, elle est la suivante. Dès le moment où la PME commence à avoir de l'activité, qu'elle commence à avoir des clients, qu'elle sollicite un financement, c'est à ce moment-là qu'elle est face justement à des exigences des établissements bancaires qui disent « Ah, il aurait fallu avoir un état financier, il aurait fallu avoir tel document, il aurait fallu avoir tel document ». En grande majorité, c'est en ce moment-là que... Ce sont des facteurs bloquants, finalement. Justement, en réalité, c'est en ce moment-là que le responsable ou le fondateur de PME qui n'a pas été formé découvre que ces documents-là sont indispensables pour la bonne gestion de son entreprise. Donc la question, c'est quelles sont les dispositions qu'on prend pour accompagner en amont ces PME-là au moment où elles naissent, pour pouvoir leur permettre d'avoir ces éléments-là au moment opportun. Ça va garantir justement les financements que la banque peut offrir. Ça va aussi permettre à l'entreprise d'avoir une meilleure gestion parce que tout ça, c'est des outils de gestion que
tous les entrepreneurs ou tous les gérants de PME ne connaissent pas. Très bien. Docteur Diomandé, vous qui êtes à la tête d'une plateforme, la plateforme unique des PME, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir cette culture entrepreneuriale, pour expliquer à tous ceux et celles qui lancent des PME qu'il y a un chemin à emprunter, il y a une formalisation d'un certain nombre de dispositions à avoir. Comment vous réagissez? Alors, je voudrais dire... Vous les accompagnez, Oui. Bon, tous ces jeunes qui aspirent à l'entrepreneuriat, notamment qui créent des PME? Il faut comprendre que la plateforme unique des petites et moyennes entreprises regroupe 4 grandes confédérations de PME. Important. Et dans ces confédérations de PME, nous nous sommes organisés en filières. Vous voyez? Donc, quand vous avez des filières, filière transport, filière agriculture, filière service aux personnes, à partir de ce moment, nous voyons comment la filière progresse, quelles sont les difficultés qu'elle rencontre en termes de fiscalité, en termes de commercialisation, en termes, je veux dire, de marché. Voilà. Donc, une fois que c'est cette structuration-là qui permettra de résoudre beaucoup de problèmes. La Côte d'Ivoire, par le passé, les PME ont évolué de façon disparate. Chacun parle comme il le souhaite. Mais aujourd'hui, avec cette organisation, nous captons des filières et à partir de ce moment, nous pouvons dire que cette filière est performante et pourquoi pas voir les insuffisances de notre économie pour pouvoir ajuster et apporter des services à nos populations. Alors moi, je vous parle des jeunes Ivoiriens qui ont des idées, qui décident de monter des PME, de les lancer, mais qui ne savent pas quel chemin emprunter pour être formels. Nous organisons... Vous qui êtes à la tête de la plateforme unique des PME, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? Alors, nous les recevons en apprentissage pour leur montrer le métier. Nous les recevons également dans des ateliers de créativité pour leur montrer comment l'entrepreneuriat est articulé. Quelles sont les réalités que ces jeunes vont vivre dans les années à venir? Vous avez la concurrence, vous avez le prototypage, vous avez l'organisation managériale de votre entreprise. Donc, au niveau de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, nous, quand ils viennent vers nous, dans un premier temps, vous savez que la plateforme, c'est une confédération. Donc, au niveau de chaque confédération, vous avez des associations. Des associations, il y a des acteurs et nous leur demandons de rejoindre ces associations. Une fois que vous êtes dans l'association, nous vous donnons toute la réglementation qui concerne votre métier. Il faut connaître. Il faut savoir quels sont les marchés potentiels que vous pouvez avoir, comment les capitaliser, de quel type de ressources humaines vous avez besoin pour faire votre travail. Vous voyez, le business, c'est beaucoup de choses à la fois. Je voudrais rebondir pour dire que lorsqu'on dit que les PME, les entreprises ne sont pas formalisées, il faut faire attention. Regardez les textes en Côte d'Ivoire. Les textes en Côte d'Ivoire existent dans tous les domaines. Vous avez la fiscalité de porte, vous avez la fiscalité intérieure, c'est-à-dire les impôts qu'on paye, on vous prend parce que vous êtes une PME. Mais vous avez la fiscalité dans les communes. Ces PME dont on parle quand on dit qu'ils ne payent pas, mais ils payent des taxes au niveau de la commune. Donc à partir du moment où on paye des taxes, vous estimez qu'il y a une sorte de formalité? Absolument. Dès l'instant où vous payez des taxes. Maintenant, il ne s'agit pas parce que vous ne payez pas le BIC que vous n'êtes pas formalisé. C'est votre statut qui dit que vous ne devez pas payer ce type d'impôt. Votre façon de fonctionner vous dit, voilà le type d'impôt qu'il faut payer. Et vous payez cet impôt. C'est pour ça que, vous voyez, il y a plusieurs sortes. L'économie, vous avez l'économie de l'informel. Ce n'est pas l'informel. L'économie d'informel qui a sa réalité, qui a son organisation, qui a sa façon de fonctionner, mais qui a un avantage en termes de création d'emplois. Parce qu'ils s'auto-prennent en charge. Ils se battent comme ils peuvent pour vivre la réalité. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont en face? Alors, ce que nous disons au niveau, pour la Côte d'Ivoire, c'est de comprendre chacun dans sa position, dans ce qu'il sait faire. Et à partir de ce moment, nous l'accompagnons dans ce qu'il sait faire. Vous voyez, l'histoire économique a commencé par l'informel. L'histoire économique, les banques, ça a commencé comme ça. Voilà. Très bien. M. Zinsou? Oui, M. Diarra-Souba, merci. Je voudrais dire que l'État a mis en place tout un dispositif pour permettre aux PME de se formaliser. La formalisation des PME n'est pas simplement payer des taxes. La formalisation des PME consiste dès le départ à comprendre et à connaître le métier qu'on veut faire, l'entrepreneuriat, l'entrepreneur que nous voulons être, ce que nous voulons produire. L'État, dès le départ, a mis en place pour simplifier
la comptabilité et les états financiers des PME, les CGA. C'est quoi le CGA? Les CGA, ce sont les centres de gestion agréés pour permettre aux petites entreprises de pouvoir tenir leur comptabilité, de connaître les règles, le b.a.-ba de cette comptabilité de gestion. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce sont des instruments qui ne sont pas suffisamment vulgarisés? Mais c'est à cela que je veux en arriver. En plus des CGA, l'État a décidé de mettre en place une structure qui s'appelle l'Agence Côte d'Ivoire PME, pour renforcer directement les capacités des PME. Et enfin, l'État a dit, écoutez, CGA, Agence Côte d'Ivoire PME, le chaînon manquant, c'est l'encadrement par le patronat des PME, entre guillemets. Et là, on s'est retrouvé avec une multitude d'acteurs sur la place. Après une première tentative dans les années 90-95 de créer une fêtière unique à travers la FIPME, qui n'a pas donné les résultats escomptés, le ministre de la promotion des PME, avec l'accord du gouvernement, a décidé de mettre en place une plateforme unique des PME avec des missions bien précises, notamment l'accompagnement à la formalisation des PME, c'est-à-dire permettre à ces PME de connaître tout le dispositif qui a été mis en place ces 5-4 dernières années par l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer les capacités des PME. Alors, M. Youssouf Fadiga, je me tourne vers vous. Vous qui êtes banquier, la banque, ce sont les garanties, c'est ce qu'on nous apprend. Un jeune homme qui a un salon de coiffure, qui a un garage, qui fait du chiffre, qui a des clients et tout le reste, mais qui n'a pas d'attestation de régularité fiscale, qui a besoin de financement pour accompagner son projet, vous lui dites non tout de suite, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à faire pour les accompagner? Alors, merci bien pour cette question, parce que je crois que c'est une question quand même lancinante qui revient souvent, c'est de dire que les banques ne financent pas les entrepreneurs. Alors, je pense que c'est un lieu commun, mais ce n'est pas la réalité. Surtout que vous êtes la banque d'investissement. C'est ça, la Banque nationale. La Banque nationale d'investissement, en plus. Donc, en fait, nous, notre travail, c'est d'amener justement ces entrepreneurs à se formaliser. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? C'est que déjà, le business plan n'est pas totalement clair. Donc, c'est tout un tas de choses qu'il faut faire pour arriver à un business plan qui donne les orientations, qui donne la volonté de l'entrepreneur à y arriver. Maintenant, il y a les dispositions à prendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on reçoit des entrepreneurs pour poser un certain nombre de questions, on voit tout de suite que la conception n'est pas totale. Et donc, justement, les différentes fêtières, les différentes structures pour accompagner les PME doivent jouer un rôle extrêmement important dans ce cadre-là. Maintenant, il y a d'autres structures qui existent, il y a d'autres moyens de financement à ce niveau de maturation, à ce niveau assez, j'ai envie de dire, à ces premières étapes. Nous, au niveau de la BNI, nous travaillons avec le ministère de la Jeunesse via l'agence Emploi Jeunes qui accompagne ces jeunes-là sur des projets justement qui sont des projets qui sont vraiment à leur première phase et qui accompagnent ces jeunes-là. Nous les accompagnons justement à formaliser un peu et puis mettre en place des Quand vous dites vous les accompagnez à formaliser, qu'est-ce que vous faites réellement? Nous, concrètement, c'est l'agence Emploi Jeunes avec nos collaborateurs qui regardent les business plans, qui donnent des conseils et ils passent devant un jury qui sélectionne les business plans qui trouve promoteurs. Et à ce niveau-là, il n'y a pas de garantie spéciale qui est demandée parce que le pari est pris sur la capacité de l'entrepreneur à pouvoir y arriver. Et donc, c'est avec l'agence Emploi Jeunes que nous faisons ces travaux-là. Également, nous avons pas mal discuté avec l'agence Côte d'Ivoire PME, dont M. Zinsou vient de parler, pour justement essayer de trouver une plateforme pour accompagner les entrepreneurs qui vont passer par le moule de l'agence Côte d'Ivoire PME, qui ont validé un certain nombre de prérequis et pour pouvoir mettre en place des financements. Mais il est clair qu'un entrepreneur qui vient nous voir comme ça avec son business plan immédiat, bon, sans passer par ces formations initiales, sans passer par ce moule-là, c'est compliqué. Parce que vous concevez bien avec moi que si vous venez chez moi pour déposer, parce que nous, notre travail est relativement simple. Nos clients nous font confiance pour dire que voilà une banque où je vais déposer mes fonds. Le jour où j'ai besoin de mes fonds, je veux avoir mes fonds immédiatement. Et nous travaillons avec cet argent et nous faisons des prêts
à des entreprises, à des personnes, etc. Et donc, chaque fois que vous avez besoin de vos fonds, notre capacité à vous les mettre à disposition, c'est justement notre capacité à pouvoir faire des prêts qui se dénouent bien. Et donc, pour que ça se dénoue bien, il faut un certain nombre de garanties, il faut un certain nombre de dispositions à prendre. Mais nous, en tant que Banque nationale d'investissement, notre rôle, c'est d'aller là où certaines banques classiques commerciales n'iraient pas, et donc de financer des jeunes entrepreneurs qui sont prometteurs, qui sont passés par justement l'Agence Côte d'Ivoire PME, qui sont passés par des structures comme l'Agence Emploi Jeunes, etc. Une PME qui n'a pas de business plan tout de suite pour commencer, vous ne l'accompagnez pas? Non, parce qu'on estime qu'il n'y a rien en fait. Vous estimez qu'il n'y a rien, alors qu'il y a beaucoup de potentiel, hein, souvent chez des jeunes. Parce qu'en fait, il faut la documentation. En fait, nous, ce que nous mettons dans notre dossier de crédit, c'est la documentation, parce que c'est un métier qui est extrêmement réglementé. Parce que nous avons nos commissaires aux comptes qui viennent, nous avons la commission bancaire qui vient auditer tout cela. Et donc, il faut. Vous voulez beaucoup de garanties, le maximum possible? Le plus possible nous arrange. Alors, oui, docteur Diomandé. C'est très intéressant ce que le directeur général de la banque d'investissement vient de dire. D'abord, la banque, le métier de banquier est un métier assez particulier dans ce sens que quand j'entends dire que parce que vous n'avez pas de business plan, d'abord le business plan, c'est pas ce qui fait la richesse. C'est un agrégat. C'est pas ce qui fait comment? C'est pas ce qui produit la richesse. Oui, c'est pas ce qui fait la richesse, je le dis, je le confirme ici. Ce qui fait la richesse, c'est le modèle économique. Vous voyez, c'est pour cela que le modèle d'intermédiation de nos banques pose problème aujourd'hui. Vous avez un modèle d'intermédiation basé sur les taux d'intérêt, c'est-à-dire le temps. On vous donne de l'argent, on calcule le temps, on vous dit c'est 7%, alors qu'il faut l'adosser sur des actifs tangibles. C'est ça la réalité. Ils ne le font pas. Ils se disent, il vient me voir, je regarde les chiffres, il a un chiffre d'affaires potentiel, ça n'est 2 ans, et je vois la rentabilité, je calcule les soldes intermédiaires de gestion, et puis je dis, c'est pas rentable. Mais non, si on voulait réfléchir comme ça, vous n'allez pas avoir Google. C'est des cas que nous connaissons parfaitement. Vous n'allez pas avoir Amazon, qui ont commencé à gagner de l'argent longtemps après avoir viralisé, après avoir fourni un service aux populations. Donc, je pense que les banquiers devaient le comprendre et l'intégrer dans la manière d'analyser les propositions de valeur des petites et moyennes entreprises. Parce qu'en réfléchissant comme ça, on bride leur compétitivité et leur talent. Pour nous, il faut regarder le potentiel sur lequel nous pouvons miser. Et ensemble, nous prenons les risques. Mais cette réflexion qui consiste à travailler exclusivement sur les taux d'intérêt, sur le temps, sur les cash flows potentiels, n'a pas de sens. Monsieur Fadiga, vous ne voulez pas prendre de risques, hein? On est bien d'accord. Alors, ce qu'il dit, j'ai envie de dire que c'est tout à fait leur point de vue. Mais des entreprises comme Google, des entreprises comme Amazon, généralement, il y a d'autres fonds qui sont plus adaptés pour accompagner les entrepreneurs. Ce sont des fonds de venture capital, etc., qui sont des fonds plus adaptés, qui prennent des risques extrêmement élevés, justement sur la base de promesses futures. Et ce n'est pas le modèle des banques. Quelle que soit la banque, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique ou ailleurs dans le monde, le modèle de banque est toujours basé sur une prise de risque qui est limitée. Et évidemment, on ne part pas sur des modèles où nous allons prendre des risques qui vont nous mettre en difficulté parce que le métier lui-même, il est réglementé. Lorsque vous partez, que vous êtes un entrepreneur, que vous concevez bien votre business, qu'il y a un potentiel important, il faut le mettre dans un business plan. Effectivement, je suis d'accord. Le business plan, ça coûte de l'argent, hein. Pour les jeunes entrepreneurs qui viennent de démarrer, ça coûte de l'argent. Vous êtes d'accord? Normalement, le business plan, c'est la traduction dans un papier de l'idée que nous avons. Mais tout le monde ne sait pas le faire. Ce sont des cabinets qui le font. C'est cela. Donc, c'est moyennant une facture. Tout à fait. Normalement, ça doit être le rôle des structures d'accompagnement. Alors moi, je vous exprime le ressentiment de beaucoup de jeunes entrepreneurs qui commencent. Donc ce sont les éléments de langage que j'entends, que j'expose ce soir, pour que vous nous apportiez des éléments de réponse. Absolument. C'est pour ça qu'il existe l'agence Côte d'Ivoire PME, qui a des ressources pour accompagner ces jeunes entrepreneurs à réaliser leur business plan. Alors ce que vous dites, c'est qu'un jeune qui se rapproche de cette agence, l'agence peut réaliser son business plan pour lui. Elle peut l'accompagner à moindre coût, parce que l'agence Côte d'Ivoire PME bénéficie de programmes de la coopération allemande pour pouvoir permettre aux jeunes entrepreneurs de réaliser des business plans.
Malheureusement, cette information est méconnue. Mais c'est ce que je dis, il n'y a pas suffisamment de moyens pour vulgariser. Fatim Cissé? Oui, je voulais rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit pour dire qu'il y a aussi beaucoup d'initiatives privées. Parce que je vais parler pour le secteur privé. On a beaucoup d'entrepreneurs qui créent des fondations, qui sont à disposition donc des futurs, des aspirants entrepreneurs qui leur donnent des formations et qui sont aussi prêts à les accompagner. Donc en plus du gouvernement, et des banques, on a aussi le secteur privé en Côte d'Ivoire qui devient de plus en plus dynamique sur cet accompagnement-là des PME. Et même pour le financement, comme M. Fadiga le disait, pour tout ce qui est recherche et développement aujourd'hui, il y a des mécanismes de financement privés où on peut avoir un peu plus de flexibilité. Moi, je suis dans ce domaine-là où on ne peut pas aller voir une banque quand on ne sait même pas combien de temps le développement d'un nouveau produit va prendre. Donc, à ce moment-là, il faut se tourner vers des fonds d'investissement qui sont spécialisés, qui ont des experts capables de comprendre le domaine et de pouvoir mettre à disposition les ressources pour pouvoir faire ce type de développement. Très bien. Alors, je reviens à M. Zinsou. Dites-nous rapidement le montant de l'enveloppe du fonds que vous gérez. Si on parle du fonds de soutien des PME, oui, pour lequel je suis membre du comité de gestion, le montant de l'enveloppe est de 150 milliards de francs CFA, dont 50 milliards qui ont été déjà mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les PME par des appuis durant cette période de coronavirus. Et là, nous partons sur la phase de relance. Donc nous aurons des apports complémentaires pour pouvoir absorber l'enveloppe de 150 milliards. Alors, combien ont déjà été injectés Sur les 50 milliards qui ont déjà été mis en place, nous sommes à plus de 20% d'utilisation de ces 50 milliards, donc c'est-à-dire 10 milliards environ. Plus de 10 milliards qui ont été déjà distribués aux PME. Et pour vous dire que la machine tourne très bien et ardemment, nous tenons chaque semaine 2 comités de gestion, les mardis et les vendredis, au sein desquels nous analysons près de 50 dossiers de PME par comité de gestion. Et le goulot d'étranglement, in fine, est reporté sur notre partenaire, la BNI, qui fournit un effort incommensurable pour pouvoir nous sortir les états financiers. Et c'est le lieu de saluer l'apport de la BNI dans ce dispositif. Ça a été un apport gracieux dès le départ, avec des ressources mises gracieusement à la disposition du fonds de soutien des PME. Alors, une certaine manière de penser en Côte d'Ivoire était de se dire, alors j'obtiens des diplômes et puis j'attends d'être intégré dans la fonction publique. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes aspirent à être des entrepreneurs. Je pense que le modèle ghanéen, nigérien en train de faire des émules en Côte d'Ivoire, c'est aussi le sentiment que vous avez? Est-ce qu'on est sur une bonne trajectoire, André? Oui, je pense que oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui naissent aujourd'hui. Moi, j'ai la chance, dans le cadre de mon travail, de rencontrer des personnes qui veulent faire la même chose que ce que nous on fait ou qui ont d'autres projets, donc qui discutent régulièrement avec nous pour voir quels ont été les obstacles, quelles sont les best practices pour pouvoir justement réussir en tant que PME. Et aujourd'hui, moi, je suis très heureux d'entendre, d'écouter, de voir toutes les belles structures qui sont mises en place, tous les modèles qui sont institués pour accompagner les PME une fois qu'elles sont en activité. La question qui va se poser derrière, c'est comment on s'assure, qu'est-ce qu'on met en place pour que ces mesures-là aient un impact 360 degrés. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a quelques entrepreneurs, il y a quelques PME qui vont apprendre l'existence de l'agence Côte d'Ivoire PME. Il y a d'autres qui vont apprendre l'existence de soutien, comme Fatim le disait, du secteur privé pour justement avoir un bon modèle économique, pour pouvoir faire de la recherche et développement. Mais la question, c'est que ces informations-là ne sont pas systématiquement disponibles pour tout le monde. Donc, il va y avoir une partie des entrepreneurs qui va rester là, comme ça, à végéter, sans savoir que ces solutions existent. Et pour moi, il y a quand même un travail à faire par tout l'écosystème pour permettre à quelqu'un, dès le premier jour de la création de son entreprise, dès le moment où il va auprès des établissements qu'il faut pour avoir ne serait-ce que son registre de commerce, pour qu'il puisse savoir que voilà tel dispositif qui existe, voilà telle institution qui existe pour pouvoir accompagner l'entrepreneur pour justement, à la fin, facilement faire un business plan, avoir des états financiers
être formalisé, peu importe son type d'activité, pour qu'à terme, quand il se retournera vers une banque pour bénéficier d'un financement, ça se fasse naturellement. Mais que ce ne soit pas, encore une fois, au dernier moment qu'on apprenne l'exigence ou l'existence justement de ces structures-là ou de ces documents qu'il faut fournir pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement financier. Docteur Diomandé. Oui, bien ce que mon collègue vient de dire. Alors, le financement des PME, on a parlé des banques. Les banques, c'est la dette. Après, vous avez les financements alternatifs, les financements par le haut du bilan, les capital ventures. Vous avez après les crédits mutualistes, tout ça. Ce qu'il faut comprendre pour les PME, en fonction de la PME, il y a un financement qui s'adapte à sa réalité économique. Nous, ce que nous disons, vous avez le crowdfunding. Pourquoi on traîne, là j'interpelle M. Zinsou, pour que le crowdfunding soit une réalité en Côte d'Ivoire? Il faut déréglementer, je veux dire, l'accès. Voilà. Après, la régulation se fait par l'État, tout simplement. Ce que nous disons, l'entrepreneuriat, c'est de la liberté, c'est du volontariat. Je veux développer mon business, je vais chercher, j'ai un modèle, j'ai un concept, je le mets en place. Je vais chercher les moyens là où il faut. Et il faut qu'on ait une panoplie de possibilités. Alors, pour revenir à la problématique du financement, pour nous, il faut qu'on simplifie les choses. Il n'y a pas que les banques. Il faut que l'État comprenne qu'il y a le fonds de garantie, il y a le fonds de l'innovation qu'on avait imaginé, il y a les crédits mutualistes, il y a les fonds verts pour accompagner les PME qui sont dans ce... Donc c'est tout cet environnement qu'il faut regarder, et une fois qu'on est d'accord, et on crée des synergies dans ces activités. Parce que celui qui fait du prototypage a besoin certainement de FATIM, parce qu'il a besoin de compliance. Il a besoin de notre ami pour faire de... Donc, vous voyez, c'est tout cet environnement qu'il faut pour booster l'économie. Vous voyez, on tourne en rond. Nous sommes dans ce business, dans l'écosystème des PME. En tant qu'entrepreneurs, nous voyons beaucoup de choses. Mais vous prenez le secteur du pétrole. Quelles sont les PME? Comment elles sont financées là-bas? Qu'est-ce qui est mis en place? Ce n'est pas les mêmes éléments. C'est beaucoup plus lourd. Si on ne peut pas financer des entreprises dans ce secteur pour faire du upstream, pour faire du drilling, mais on peut les intéresser à la chimie. Alors déjà que la chose entrepreneuriale n'est pas si simple. Pour ces jeunes qui nous suivent, qui ont envie de faire de l'entrepreneuriat, je vous propose d'utiliser des termes qu'ils puissent comprendre assez facilement pour éviter de le flouer un peu plus. Bon, voilà. Donc, pour revenir, vous voyez, moi j'étais au Nigeria. À un moment donné, le gouvernement au Nigeria... Vous faisiez quoi au Nigeria? Je fais du catering. Je suis allé pour faire du catering pour les compagnies pétrolières. La restauration. La restauration en offshore. Donc le catering, c'est pas seulement... Sur les plateformes en pleine mer oui, et tout le reste. Donc je suis allé pour fournir des prestations où je fais du catering. Je faisais tout ce qui est l'hôtellerie en mer sur des plateformes pétrolières. Et je me suis rendu compte que le Nigeria avait amorcé quelque chose de très intéressant, où d'abord, ils ont commencé à organiser les PME dans ce domaine avec du local content, le contenu local. C'est-à-dire que ces marchés avaient été, on dédie ces marchés, pareil pour le Ghana, pour une catégorie de PME ivoiriennes qui interviennent dans ce domaine. Vous venez, vous voulez travailler, on vous dit non. Nous, dans 5 ans, nous devons être les meilleurs dans ce domaine en Afrique. Donc, nous allons faire la promotion de mon ami Ndri. C'est pas le cas en Côte d'Ivoire? Mais c'est pas le cas. Tout est là, c'est écrit. Vous avez les textes. Moi, j'ai tous les textes. On vous dira, oui, mais le local content, vous avez dans le conseil, vous l'avez dans le code d'investissement. Mais comment il a appliqué? Nous, ce que nous disons, c'est que la Côte d'Ivoire est un grand pays qui aspire à jouer un rôle De plus en plus, les gouvernants parlent de créer des champions nationaux forts. Oui, mais c'est une excellente idée. Mais ce que je veux dire, il faut aller au-delà du championnat. Il faut aller dans la mondialisation. Il faut aller avec des produits qui viralisent. Vous voyez, quand vous prenez les entreprises, je veux dire, en Suède, vous n'entendez pas de championnat, mais elles sont hyper performantes dans des secteurs bien donnés. Vous savez, là, tout ce qui est le médical, la radiologie, les composantes, la pharmacie, la chimie, c'est une industrialisation intermédiaire qui est à notre portée. Vous voyez, la Corée, on peut. C'est pour ça que nous disons que la problématique du financement, il faut que nos amis banquiers comprennent que nous, on a besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et moi, j'ai été un peu déçu de nos amis banquiers. Je le dis, voilà, Fatiga est là, je parlerai à mon ami Daouda. J'ai été déçu parce que lorsque la pandémie de la Covid-19 est arrivée,
Les banquiers n'ont pas réagi. C'est comme nos amis de l'assurance. Ceux qui ont réagi, c'est l'État de Côte d'Ivoire. J'ai cru que vous alliez dire, c'est comme nos amis des médias. Alors, je suis obligé de vous interrompre. Je suis obligé de vous interrompre. Vous réagirez tout à l'heure. Je suis obligé de partir à la pause. Et on poursuit le débat juste après. Retour sur le plateau de NCI 360. Après cette courte pause, nous parlons ce soir, mesdames et messieurs, vous aurez dû le remarquer, de PME, du financement notamment de nos petites et moyennes entreprises, et évidemment de tout l'environnement dans lequel évoluent ces petites et moyennes entreprises. Nous parlions tout à l'heure, avant la pause, de la culture entrepreneuriale, et M. Zinsou voulait réagir. Merci, M. Dirassouba. C'est important pour nous de relever qu'aujourd'hui, il y a une absence aussi d'un accompagnement vers la culture entrepreneuriale, mais du secteur privé ivoirien. Nous avons connu, dans les années 2011 à 2016, un regain sur cette culture entrepreneuriale grâce aux initiatives du secteur privé, notamment la CGCI Academy, lancée par le tandem Diagou-Alain Kouadio. Vous avez vu foisonner toutes ces jeunes start-up ivoiriennes qui, par la suite, ont décroché les différents prix d'excellence du chef de l'État et qui ont été fortement médiatisés. Et ça donnait de l'envie aux jeunes entrepreneurs ivoiriens d'aller dans ce secteur. Au point où les jeunes ne se disaient plus il fallait simplement avoir un diplôme et rentrer dans l'administration, mais qu'il y avait d'autres opportunités. Malheureusement, quand il y a eu ce changement de gouvernance à la tête de la CGCI, cet aspect, ce volet entrepreneurial a perdu de la visibilité. Et c'est en cela ça continue, non, la CGCI Academy Oui, mais elle n'est plus portée sur l'entrepreneuriat, elle est portée sur de grands modèles, notamment l'aspect industrialisation avec les grands capitaines d'industrie et d'autres sujets qui sont plus portés sur les grandes entreprises. Alors qu'avant, c'était vraiment porté sur les jeunes entrepreneurs qui avaient envie d'entreprendre, de développer des start-up, des business, tout ça. Et c'est la raison pour laquelle l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la promotion des PME, avait souhaité réorganiser un peu le secteur privé, notamment au niveau des PME, en créant une fêtière, une plateforme unique. C'est-à-dire un ensemble regroupant toutes les fêtières de la place. Cette initiative avait déjà eu lieu dans les années 90 avec la FIPME, mais quand on s'est rendu compte que les missions, les objectifs qui avaient été assignés n'avaient pas été forcément remplis, parce que l'ensemble des PME que nous interrogions disaient ne pas forcément se reconnaître aujourd'hui dans la FIPME actuelle, et qu'elles étaient plutôt partie prenante d'autres fêtières, et que ces fêtières nous faisaient remonter leurs problématiques en besoin de renforcement des capacités, de sièges, de formation, de financement, le ministre de la promotion des PME a donc souhaité que toutes ces fêtières se regroupent dans une plateforme unique. C'est plus simple d'accorder des ressources à cette plateforme unique qui serait gérée par toutes ces grandes fêtières qui existent, ces 4 fêtières, la FIPME, le GAFA-PME, le MPME, la CGPME, la CGPME du bâtiment, ces 5 grandes fêtières, que d'accorder seulement des ressources à une seule structure qui ne rend pas forcément compte à l'ensemble de l'écosystème des PME. Et en plus de cela, c'est plus important et intéressant pour l'État de Côte d'Ivoire de travailler en synergie avec cette plateforme unique et l'agence Côte d'Ivoire PME pour développer et inculquer à nos jeunes l'esprit entrepreneurial que de le faire avec une seule fêtière. Très bien. Et justement, c'est une très belle ouverture que vous faites. Le 22 septembre dernier, le mouvement des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, MPME, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, CGPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du bâtiment des travaux publics en Côte d'Ivoire et le groupement des associations et fédérations des PME, GAFA-PME, ont signé un protocole d'entente pour la mise en place d'une plateforme unique. Cette plateforme unique dont vous parlez, je vous propose de voir ce sujet. Je prendrai l'avis de Dr Diomandé juste après. C'est une question épineuse pour les petites et moyennes entreprises.
La plateforme unique des PME créée pour les fédérés ne bénéficie pas de l'adhésion de tous, notamment de la FIPME, pourtant indiquée au début du processus. Au cours de cette conférence de presse organisée à l'occasion de ses 25 ans, le président de la fêtière a expliqué la raison de ce revirement. La plateforme devait être composée au départ par 3 organisations. La Fédération des PME, la Confédération Générale des PME et le Mouvement des petites et moyennes entreprises. Et comme on a dit, malheureusement, elle a évolué autrement avec d'autres structures qui ne remplissent aucunement les conditions pour pouvoir participer à ce niveau de concertation. Pour nous, il est important que nous mettons les fêtières, celles qui sont vraiment des fêtières, ensemble pour pouvoir travailler et non pas des associations ou d'un ensemble de PME qui viendraient signer un document avec la fêtière que nous sommes. Le président est par ailleurs revenu sur les conséquences du coronavirus pour ces PME. L'impact a été... c'est un véritable massacre. Nous avons d'abord envoyé un courrier au ministre de l'Économie et des Finances. Nous avons encore réitéré dernièrement pour que nous puissions échanger. Nous avons aussi envoyé un courrier à la primature pour pouvoir échanger. C'est ce que nous pouvons faire et nous attendons qu'on nous reçoive pour pouvoir échanger sur ces questions-là. La FIPME a été créée en 1995 avec pour objectif de faciliter le dialogue entre l'État et les PME. Elle compte plus de 25 000 entreprises issues d'une trentaine d'associations et fédérations. Ça sent la dissension au sein des organisations fêtières des PME, docteur Diomandé. Non, pas du tout. Il n'y a pas de dissension. Je pense que le gouvernement, nous avons décidé de nous réunir dans une plateforme unique des petites et moyennes entreprises pour justement porter la voix des PME. Il n'y a pas d'exclusion au niveau de la plateforme. Bientôt, nous allons aller vers la Confédération des petites et moyennes entreprises. Nous avons notre place à prendre dans l'économie ivoirienne en termes de sous-traitance, en termes de compétitivité, mais en termes de qualité de services à fournir à nos populations. Pour cela, il faut que les PME s'organisent. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas de place pour l'émotion. Tout ce que nous demandons à nos amis qui ont décidé pour des problèmes d'esprit, comme on dit, l'esprit au départ n'a pas été ce qu'ils auraient souhaité. Mais ce n'est pas là le problème. Les PME ont des problèmes de financement, ont des problèmes de marché. Je pense que le vrai débat, c'est cela, que chacun vienne prendre sa place pour qu'ensemble, nous puissions faire des propositions au gouvernement. Après tout, qui est perdant? C'est nous, c'est les PME. Donc ce que nous demandons aux uns aux autres, c'est de sortir de la polémique, de venir pour qu'ensemble, nous regardons quelles sont les difficultés de la filière médicale, quelles sont les difficultés de la filière pharmaceutique. C'est ça le vrai problème. Comment on fait pour se protéger contre la concurrence des autres pays? Comment nous faisons pour nous implanter ailleurs? Voilà le vrai débat. Et en termes d'emploi, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre contribution? Je pense qu'il faut arrêter de polémiquer sur des problèmes de personnes. Il ne s'agit pas de problèmes de personnes, il s'agit de la Côte d'Ivoire et des PME. Donc, nous invitons tout le monde, chacun à sa place au sein de la plateforme unique. Alors, pour la création de la richesse nationale, il est important d'avoir des PME performantes qui aspirent à grandir, qui aspirent à devenir de grandes entreprises. Alors, il y a un modèle qui est repris par beaucoup de jeunes Africains, de jeunes Ivoiriens notamment, c'est celui de Aliko Dangote, par exemple, du Nigeria, qui est devenu un vrai champion national. De plus en plus, on entend parler de cette notion de champion national. Monsieur Nri, vous qui êtes à la tête d'une PME qui débute depuis il y a seulement 2 ans, vous avez dit. Oui, 2 ans. Comment faire pour arriver au niveau des gens comme Aliko Dangote? Vous avez une idée? Vous avez des propositions à faire, peut-être? Je pense déjà, en fait, il faut avoir une idée. Il faut avoir une idée, un projet qui vient régler un problème. Donc je pense que c'est par là que commencera l'entrepreneuriat. Dès l'instant où l'idée, où le projet règle un problème, plus facilement, on pourra avoir accès à des marchés, on pourra avoir accès à des clients qui vont solliciter notre idée. À côté de cela, il faut pouvoir se faire accompagner. Accompagner pour pouvoir grandir. Donc grandir, ça veut dire qu'il faut avoir des modèles tels que monsieur Dangote dont vous parliez, et puis des modèles aussi locaux qui vont justement permettre à ces entrepreneurs-là que nous sommes de pouvoir justement essayer de gravir les échelons pour aller un peu plus haut. Ensuite, il faut pouvoir avoir l'accompagnement en termes de soutien financier pour pouvoir maintenir le business en vie. Donc ça va être des solutions qu'on a déjà citées, mais aussi des solutions pour pouvoir financer la croissance. La croissance, ça va être une croissance peut-être organique, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, où on est, ou alors une croissance à l'extérieur.
Par exemple, quand on va ouvrir un nouveau pays, nous, dans notre cas, on a ouvert le Sénégal il y a 1 an, on part sur un marché qui est certes dans la même sous-région que nous, mais c'est un marché qui est différent. C'est un marché sur lequel on n'a pas de clients garantis, c'est un marché pour lequel on n'a pas de réseau existant, c'est un marché qu'il faut construire. Donc ça nécessite en fait d'avoir les moyens pour pouvoir faire tourner son activité pendant 3, 6 mois, peut-être 1 an, sans espérer faire de profit, sans espérer gagner de l'argent. Donc il y a une forme de financement qu'il faut pouvoir avoir. Il y a des investisseurs qui comprennent ce langage-là, qui soutiennent les entreprises. Pas les banques? Je ne pense pas que ce soit le modèle des banques avec lesquelles nous avons eu à discuter jusque-là. Les banques que nous connaissons aujourd'hui peuvent vous accompagner pour des solutions pour maintenir votre activité en vie. Donc, des solutions de financement, mais pas forcément, en tout cas de ce que moi j'ai déjà vu, hein, je ne sais pas forcément tout, mais ce que j'ai déjà vu, il y a ces solutions-là pour ouvrir d'autres pays, financer 1 an d'activité sans pouvoir donner en face du chiffre d'affaires dans l'immédiat. Évidemment, sur la base du business plan, on peut vous financer, ça existe, mais nous, par exemple, pour aller au Sénégal, on a dû faire appel à d'autres formes de financement. Fatim Cissé, vous partagez cet avis? Je partage cet avis et je vais rajouter aussi que pour réussir et pour pouvoir atteindre ce niveau-là des entrepreneurs internationaux, il faut aussi qu'on ait la confiance des autres acteurs locaux. Et Vous pensez à qui quand vous dites les autres acteurs locaux? On est une start-up, on est une PME, on fait un service, souvent on est en compétition avec des grands groupes étrangers souvent. Et il faut avoir la confiance donc, de ces personnes-là qui choisissent délibérément de vous faire confiance, de faire affaire avec vous, quand il y a d'autres options. Et c'est le cas de le dire, en général, on préfère, pour la plupart, hein, dans bien de cas, on préfère faire la passe à des entreprises étrangères. Ça commence à changer. Je salue mon client, la BNI, qui a décidé de nous faire confiance pour la mise sur pied d'un... La BNI est votre client? Ah mais c'est très bien, très bien. Donc la confiance dont vous parlez... Ça commence à changer et je pense que ça nous permettra de faire ce saut qualitatif-là. Et ça nous permettra aussi de dégager des moyens pour pouvoir développer d'autres produits et services. Donc je pense que c'est vraiment la base pour nous. Très bien. Docteur Diomandé, on voit des entrepreneurs de la sous-région ouest africaine, au nom de tous les traités qu'on a signés, qui viennent s'épanouir dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas forcément la même chose dans certains pays de la sous-région ouest africaine. Vous, au niveau de la plateforme unique, qu'est-ce que vous faites pour permettre à ces entrepreneurs dans la sous-région de s'exprimer? Alors, nous, notre problème, c'est pas... Notre problème, c'est de dire que les PME ivoiriennes doivent d'abord capter le marché local. Pour moi, c'est clair, 90% de la commande publique doit nous revenir. C'est clair, c'est net. Celui qui me dira que pour construire une route, un pont, les PME ivoiriennes ne sont pas capables, je lui dis c'est pas vrai. Parce que je sais comment on monte une entreprise. Les compétences, on sait où les trouver. Les ingénieurs, on sait. Le financement est là. C'est l'État qui le donne. Que répondez-vous à ceux qui estiment qu'on a donné des marchés de construction de routes, de grosses infrastructures à des Ivoiriens qui n'ont pas finalement rendu le travail tel que souhaité? Oui, Est-ce qu'il n'y a pas un problème de sérieux aussi avec les entrepreneurs ivoiriens? Oui, partout, dans tous les milieux, que ce soit dans la politique, soit dans la médecine, dans l'entrepreneuriat, vous avez des brebis galeuses. Le problème à ce niveau, c'est de dire, nous avons des parts de marché. Il faut un Small Business Act pour les PME, comme aux États-Unis, sur les marchés, sur les communes, sur la commande publique, dans les administrations. Ça, il faut qu'on le respecte, qui n'a rien à voir avec le code des marchés. Ce Small Business Act dit que lorsque nous avons un marché, il faut s'intéresser tout de suite aux petites et moyennes entreprises. Les mécanismes pour le faire, nous les avons. Parce que vous avez la plateforme des PME, nous savons les structures qui sont dans l'agriculture, nous savons les structures qui sont dans tout ce qui est élevage, nous pouvons orienter le gouvernement, allez-y dans ce secteur, et nous, en retour, nous sommes les garanties pour l'État. Parce que si vous avez un individu qui ne fait pas son boulot, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut détruire carrément son registre de commerce, il ne pourra pas exercer. Vous voyez, nous, au niveau de la plateforme, on est sérieux. Parce que nous savons la mission qui nous a été confiée, c'est de permettre aux Ivoiriens de se prendre en charge, d'être compétitifs au niveau de la sous-région. Dès l'instant où nous avons compris cela, nous pouvons aller plus loin. Pour revenir à la construction des Dangote et autres, je dois dire que les choses ne se font pas ex nihilo.
Il y a une volonté de dire que... Une volonté politique notamment? À tous les niveaux. Vous voyez, vous avez des PME qui sont dans des secteurs où elles sont très... Moi, je connais un ami, un jeune qui fait du biocarburant. Il est quelque part. Mais rien, on ne peut rien faire pour lui. Alors, vous avez le café cacao, des PME qui font des briquettes à partir des cabosses de cacao. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-leur le marché de la construction. Ils auront un marché. Donc, ces briquettes vont servir à quelque chose. Mais quand ils fabriquent les briquettes, qu'en face, il n'y a pas de marché pour la construction de logements sociaux. Vous voyez, il y a un problème. Nous disons qu'il faut être cohérent dans la démarche économique. À partir de ce moment, il sera fort. Parce qu'il aura suffisamment fait son expérience en Côte d'Ivoire. Il pourra éventuellement aller vendre ses services dans d'autres pays. Parce que tous ceux que nous voyons qui viennent ici nous vendent des savoir-faire, des entreprises qui viennent du Maroc. Mais soyons sérieux, ils n'ont rien. Techniquement, ils ne sont pas plus forts que nous. Pas du tout. Ils viennent même racheter des entreprises ivoiriennes. Parce que nous n'avons pas mis de mécanismes pour financer. C'est pour cela que j'ai dit que le fonds Covid doit être maintenu, le repenser, avec le fonds de l'innovation, pour que les PME, les entreprises, celui qui veut racheter, parce que le business ne se limite pas simplement à dire « je commence une activité, j'ai une idée, mais je peux racheter une entreprise, je peux faire une prise de participation dans une entreprise qui m'intéresse ». Mais cette prise de participation, l'argent vient d'où? Ça doit venir de quelque part. Qui me donne, je prends la prise de participation, je rentre au conseil d'administration, je donne mes idées, et à partir de ce moment, nous devenons forts. Nous rentrons sur d'autres marchés où ça perd du temps de venir s'installer, exploiter, c'est compliqué. Donc les autres pays, c'est ce qu'ils font. Et à partir de... lorsqu'on a bien compris ces éléments, nous, Local Contents, Small Business Act pour les entrepreneurs, les PME dans les communes, il faut dire aux maires de donner les marchés et on va les évaluer à partir les performances seront jugées à partir de cela. Le conseil régionaux, oui. On les observe. Il y aura l'observatoire des PME que nous demandons avec insistance à monsieur le ministre des PME pour que l'observatoire ait un regard sur tout cela. Pour dire, voilà, dans tel domaine, ça avance. Dans tel domaine, ça n'avance pas. Maintenant, vous voulez former, il faut que la diplomatie s'en mêle. Quand le président Ouattara sort et qu'il s'en va en Chine, ou bien il va en Gambie... En général, il se déplace avec des hommes d'affaires. Il faut que Diomaye soit avec lui, avec des PME, avec Fatim. Nous arrivons, nous discutons avec les PME, nous disons, voilà, le contrat qu'on a eu président, on fait comment pour financer? Très bon plaidoyer. Hein. Et on appelle monsieur Fatiga, débloquer 200 millions pour aider à la construction des logements sociaux dans ces pays. Vous voyez, nous avons la filière, je veux dire, l'agriculture. On a des tomates. Je le dis parce que nous vivons cela tous les jours. Vous avez la région de Zata. La région des Atas, c'est à la sortie de Yamoussoukro, on fabrique des tomates de très bonne qualité. On fait des OP qui marchent très bien. Mais comment ça marche? On n'est pas capable de prendre ces tomates, non seulement de les envoyer dans les pays qui en ont besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les pays hors de la Côte d'Ivoire organisent leurs camions de transport, ils viennent jusqu'en Côte d'Ivoire, ils viennent prendre la tomate et ils repartent. Non, moi, mon attiqué ne peut pas rentrer aussi facilement au Sénégal. Il faut que je donne à la plateforme du Sénégal et ils font du business là-dessus, ils mettent sur le marché. Ça ne nous gêne pas. Après, donc j'ai parlé de diplomatie, j'ai parlé de promotion au niveau de nos représentations diplomatiques. Ils ont des rôles. Et ce rôle, excusez-moi, ce n'est pas de la diplomatie pour dire que je vais donner mes lettres de créance et puis c'est terminé. Il faut des gens qui sont rompus au business. C'est des ambassadeurs business. Très bien. Oui. On vous a bien compris. Alors, je veux me tourner maintenant vers M. Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. Alors, on a abordé pas mal de solutions, d'instruments pour faciliter le financement aux PME. Est-ce que vous avez d'autres propositions à faire pour notamment les PME qui ont des créances qu'elles n'arrivent pas à recouvrer, par exemple? Absolument, merci beaucoup, vous m'étendez la pêche. C'est vrai qu'aujourd'hui, la question du financement et de la promotion même des PME, c'est une question qui est absolument cruciale pour un développement soutenable de notre économie. Et donc, nous, au niveau de la BNI, nous faisons beaucoup de choses. Nous avons pensé non seulement à donner la chance à des entreprises, lorsque nous passons nos commandes, nous donnons la chance en priorité aux PME locales. Et c'est dans ce cadre-là, justement, que nous avons travaillé avec... grandes entreprises. C'est le délai de paiement des factures.
Ah oui, il y a ce problème aussi Absolument. qui se présente à toutes les PME, n'est-ce pas, M. Ndri? Tout à fait, tout à fait. C'est une grosse problématique que nous vivons au quotidien. Notre modèle fait qu'on a des transporteurs avec lesquels nous travaillons, qu'on paye quasiment au pied du camion, et des clients en face qui nous payent au bout de 90 ou 120 jours. Ah oui, ça fait long. Ce serait quoi la solution alors? Et donc, ce délai de paiement crée de véritables problèmes, handicape les PME dans leur développement. Donc, la gestion de la trésorerie, la gestion du fonds de roulement est aujourd'hui cruciale pour une PME qui veut faire des projets, et se projeter, etc. Donc, nous, ce que nous faisons, nous avions des solutions classiques, donc, qui est ce qu'on appelle la facturage, mais de façon classique, ça met du temps. Le temps que la banque analyse les dossiers, fasse confirmer la facture par le client de notre client, au moment où le dossier est validé, peut-être que la PME n'en a plus besoin parce que le paiement se fait dans 10 jours, dans 9 jours, etc. Aujourd'hui, la solution que nous avons trouvée avec notre partenaire Dux, la société de Fatim, c'est de digitaliser tout ce processus avec derrière la puissance de l'intelligence artificielle qui fait qu'aujourd'hui, une fois que la société est enregistrée sur notre plateforme avec tout ce qu'il y a comme dispositif en arrière, lorsque la PME vient sur la plateforme et enregistre une facture pour se faire payer, on fait confirmer automatiquement la facture par la grande entreprise et les fonds sont mis à disposition dans un délai de 72 heures. Et donc ça, normalement, 72 heures maximum. Donc ça, c'est une solution aujourd'hui qui doit normalement révolutionner la capacité des PME à gérer leurs besoins de trésorerie. Et donc, pour des entreprises comme celle de M. Ndri, alors, lorsque vous payez aujourd'hui le camionneur au pied du camion, mais au bout de 72 heures, vous avez les fonds au lieu d'attendre 90 jours. Et donc ça vous permet justement, vous voulez partir au Sénégal, de vous lancer au Sénégal parce que vous avez la trésorerie, etc. Donc voilà un peu cette solution qui est assez innovante sur notre marché et qui devrait permettre aux entreprises, aux PME en tout cas, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités et envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité. Solution innovante, mais est-ce qu'elle est viable, Fatim Cissé? Elle est totalement viable. Pour qu'une solution soit viable, il faut qu'elle réponde à un besoin. Donc on l'a établi tout au long de cette émission, le besoin de trésorerie est réel. On a plus d'un quart des faillites des PME qui est imputable directement aux besoins de trésorerie. Et quand on est dirigeant de PME, je le suis, on n'a pas forcément le temps ni le personnel pour pouvoir faire ce genre de dossier de crédit, faire le suivi. Et souvent, ça fait que ce genre de produit-là était inaccessible. Donc, en rendant ces produits-là accessibles dans le confort de son entreprise, l'enregistrement de bout en bout prend 10 minutes au lieu de peut-être 2, 3, 4 allers-retours vers son gestionnaire. Je pense que c'est quelque chose qui va répondre, comme j'ai dit, aux besoins du marché et être viable à long terme. Docteur Diomandé? Oui, c'est une excellente solution qui, je pense, va aider les PME. Moi, je voudrais que le gouvernement aille plus loin, en ce sens que nous allons, avec le ministère des PME, demander à ce qu'une loi soit prise pour pour encadrer le délai de paiement des PME, qu'on ne dépasse pas 30 jours. Voilà. Si on le fait, ça existe dans des pays. Donc, pour les PME, c'est une doléance. Nous demandons que le gouvernement acte pour dire, lorsqu'on travaille avec les petites et moyennes entreprises, parce qu'il y a une nomenclature des PME, on ne doit pas aller au-delà de 30 jours. Vous voyez que quand on va faire ces choses avec des mesures pour ceux qui ne respectent pas cela, des contraintes, vous allez voir que les PME vont avoir de l'agilité, de la souplesse. Ça va bouillonner un peu partout parce qu'ils se disent, bon, j'ai de l'argent pour travailler. Quand je travaille, même si M. Fadiga ne veut pas me donner de l'argent, mais je sais qu'au bout de 30 jours, je peux, à travers des mécanismes de management, de gouvernance, je décale ma trésorerie, je décale mes fournisseurs. Je sais qu'au bout de 30 jours, je suis payé tranquille. Ça résout tout le problème. Fatim Cissé veut réagir? Oui, la réglementation, c'est bien. Mais souvent, ça a aussi des effets qui peuvent être pervers. En ayant une réglementation, on va dire, favorable à l'endroit des PME, souvent, on entrave aussi la capacité des PME à pouvoir avoir des marchés. Si pour les PME, moi, je suis une grande entreprise et que j'ai le choix, et que je sais qu'en faisant affaire à une PME, les délais de paiement ou les conditions qui vont encadrer ma collaboration avec cette PME-là seront beaucoup plus contraignantes, souvent, ça peut jouer
sur ma décision d'opter ou non pour une PME. Donc, réglementation, oui, mais je pense qu'il y a plusieurs critères à prendre en compte pour en même temps s'assurer que ça n'entrave pas la compétitivité des PME localement sur le marché. Vous demandez, vous voulez réagir encore une fois? Non, je dirais que Fatim a raison de parler, mais je crois que ça n'agit pas sur la compétitivité. Parce que dès l'instant où on est d'accord qu'on ne passe pas au feu rouge, mais on ne passe pas au feu rouge. Quand vous passez au feu rouge, il y avait une contravention. Donc la compétitivité, c'est d'autres processus qui rentrent en ligne de compte. J'intègre le développement durable, je fabrique des produits propres, et parce que j'ai un marché que je regarde. Mais le délai de règlement, moi je dis, on vous dit c'est comme ça en Côte d'Ivoire, tout le monde le respecte. Quand on va au Ghana, il y a bien des contraintes, il y a le local content, vous ne pouvez pas faire certaines choses, vous ne pouvez pas embaucher plus de non-nationaux, alors on respecte. Moi, je connais bien cela dans certains pays, donc on le respecte. Allez-y investir dans certains pays au Maghreb, vous allez voir si les entreprises ivoiriennes peuvent s'implanter facilement sans faire de joint venture. Parce que c'est la règle. Sans s'associer à des locaux. C'est la règle. Donc, voilà, M. Zenzou, je vous interpelle encore. Oui, M. Zenzou, allez-y, vous êtes interpellé directement. Je voudrais reprendre en vous disant que la Côte d'Ivoire a pris la mesure de toutes ces demandes depuis bien longtemps. Nous sommes une économie libérale. Et ça doit être le postulat. Donc, nous ne pouvons pas mettre des freins et des contraintes à l'investissement en Côte d'Ivoire comme certains l'ont fait par ailleurs. Néanmoins, le Code des investissements et le Code des marchés publics offrent des largesses et des opportunités aux PME. Par exemple, dans le Code des marchés publics, 30% des marchés publics nationaux doivent être accordés aux PME. Et il y a même une préférence de, je crois, 20% pour les entreprises, les grandes entreprises qui sous-traitent avec des PME. Mais là où je rejoins effectivement M. Diomandé, c'est qu'il manque, bien entendu, l'observatoire des PME pour apprécier chaque année la réalisation effective de tout ce dispositif en faveur des PME. Quand il nous parle d'un délai de règlement de 30 jours, je dirais oui, c'est faisable. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la promotion des PME, le ministre nous a donné instruction pour travailler sur l'affacturage. Vous savez par exemple que grâce au ministère de la promotion des PME, la loi sur le crédit bail a été effective. Mais combien de PME utilisent le crédit bail pour se financer? Voilà une première question. La deuxième question, nous allons travailler sur... La loi sur le crédit bail dit quoi? La loi sur le crédit bail permet de faciliter l'accès des PME au financement de leurs investissements, ce qui n'était pas pratique à l'époque. Et ça, cela a été fait en collaboration avec AFC, la Société financière internationale, qui a financé tout ce programme et qui l'a mis en œuvre et qui permet aujourd'hui aux PME ivoiriennes de financer leurs outils de production, leurs investissements en optant pour des solutions de crédit bail. Mais très peu de PME l'utilisent. Aujourd'hui, nous travaillons sur l'affacturage et nous allons certainement répondre favorablement à M. Diomandé. Nous y arriverons. Mais encore faudrait-il que les PME l'utilisent. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du dispositif de financement. L'État de Côte d'Ivoire qui met en place le FSPME, qui est un fonds de soutien et d'appui dans cette période de coronavirus, nous avons aujourd'hui formellement reconnu dans les bases de la Direction générale des impôts plus de 40 000 PME. Mais combien se sont inscrits sur la plateforme de l'agence Côte d'Ivoire PME? Si je pose la question ici, vous n'aurez pas forcément la réponse. Il n'y a pas plus de 15 000 PME qui se sont formellement inscrites sur la base de l'agence Côte d'Ivoire PME pour pouvoir bénéficier de ces fonds. Combien ont soumissionné sur les 15 000? Il n'y en avait pas plus de 3 000. Donc pour vous dire qu'il y a aussi un effort des PME pour s'approprier ces instruments. Je reviens sur la problématique des champions nationaux. L'État, en mettant en place le fonds de garantie des crédits aux PME que je préside, est dans une démarche de créer des PME futurs champions nationaux. Malheureusement, les PME ne sont même pas encore, n'ont pas encore connaissance de ce dispositif qui pourrait les accompagner à l'international, puisque dans nos dispositifs, nous avons les garanties à l'international pour vous permettre de vous installer au Sénégal, au Burkina, dans la zone UEMOA pour capter des marchés. M. Diomandé disait qu'il fallait d'abord capter tout l'ensemble des marchés en local. Mais on peut, bien entendu, aussi se projeter à l'international sans forcément être une structure qui est très forte sur le plan local. Dans le jargon des Français, c'est ce qu'ils appellent des licornes. Les licornes, elles ont tout leur marché à l'international.
Ce sont les championnes des entreprises françaises à l'international. Et l'État de Côte d'Ivoire, dans cette dynamique, dit au Fonds de garantie des PME, pour toutes ces entreprises ivoiriennes qui ont des marchés à l'international, vous les accompagnerez désormais en fournissant les garanties essentielles pour qu'elles puissent capturer des marchés à l'international. C'est comme ça qu'on va créer plus tard des Ebomaf en Côte d'Ivoire ou des Dangote bis, des petits Dangote ivoiriens. Et ça, l'État de Côte d'Ivoire l'a mis en place avec le Fonds de garantie des PME. Le Fonds de garantie des PME va permettre de réduire l'asymétrie au niveau de la garantie. C'est très important pour les PME formellement constituées qui peuvent avoir accès au financement, mais à qui on demande de fournir encore des garanties. Mais pour elles, c'est très simple de venir voir le fonds de garantie et de dire, écoutez, ma banque est prête à me financer, mais elle me demande une garantie de tel ordre. Et le fonds de garantie s'engage auprès de la banque pour dire, financez cette PME dont vous-même vous avez validé le dossier, nous portons garantie ou caution pour cette PME. Donc vous voyez que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs dispositifs pour permettre l'émergence. Dispositifs de se dérouler. Monsieur Ndri, ce sont des dispositifs de nature à vous rassurer, à vous encourager? L'effectivité de ces dispositifs sur notre activité, oui, naturellement, va booster ce qu'on fait. Nous, on a besoin de cet accompagnement-là, on a besoin de ce soutien, on a besoin de savoir que ça existe pour pouvoir en profiter et marquer notre territoire localement et aussi avoir la possibilité de nous développer à l'international. Aujourd'hui, on sait que la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 20%, sinon plus, de l'économie de l'UEMOA. On a besoin d'aller plus loin, on a besoin de capter tout ce qui se passe dans la sous-région parce que chacune des capitales de nos sous-régions, de notre sous-région, a une activité économique qui est forte et l'intérêt d'avoir justement cette zone économique en commun, c'est pour nous justement la possibilité de pouvoir nous ouvrir, nous implanter là-bas. On a besoin de cela, on a besoin de cette garantie-là, on a besoin de ces mesures qui vont nous accompagner, nous faciliter la tâche pour pouvoir ouvrir notre activité au Burkina, au Mali et dans les autres pays. Alors, M. Fadiga, Dame Cissé et M. Zinsou sont revenus sur l'affacturage en tant qu'entrepreneur, en tant que PME. C'est quelque chose qui vous intéresse? Ça nous intéresse. Vous pensez que c'est quelque chose qui peut vous aider dans la gestion de vos créances, notamment? Ça nous intéresse et je dirais que c'est vital. C'est vital pour nous. C'est vital dans la mesure où on a besoin de ces solutions-là pour nous permettre de payer nos fournisseurs, sans qui on ne peut pas fournir de prestations à nos clients. Ça nous aide justement aussi à payer les impôts. Ça nous aide à payer nos salariés. Ça concerne aussi, cette solution concerne aussi les impôts? C'est du cash qui est mis à la disposition de l'entreprise. Et puis après, l'entreprise, justement, va l'affecter en fonction de ses priorités. Mais c'est une grosse bouffée d'oxygène. On va évidemment préférer des solutions où on a un paiement, on va dire, le plus rapidement possible de nos clients. Le contexte et le marché fait qu'on est conscient que ça va mettre 90 jours. On est prêt justement à faire un sacrifice sur ce montant-là dès l'instant où le paiement peut se faire en 72 heures. Et on va dire ce paiement en 72 heures, pour vous donner un exemple, on est passé quelquefois à côté de certaines opportunités parce qu'en l'occurrence, on n'avait pas les ressources pour financer l'opportunité. Donc, moi, si on a un client qui doit nous payer au bout de 90 jours pour une facture de 10 millions, si la banque ou la solution Créalia, par exemple, nous finance en partie ce montant-là nous permet de saisir d'autres opportunités qui, elles, vont générer un bénéfice ou un revenu supérieur à celui qu'on aurait eu si on attendait 90 jours sans ressources. Donc c'est en tout cas, moi, j'ai entendu avec grand plaisir. J'espère qu'on pourra se voir après cette émission pour pouvoir justement discuter de la mise en place pour une PME. Il faudra passer par NCI avant de vous voir. C'est l'occasion que vous avez offert. Docteur Diomandé, oui. Merci. Donc, l'affacturage, moi, je pense que c'est une bonne solution, mais il faut voir le coût du crédit. Le coût du crédit? Oui, parce que il y a une charge que la PME devait supporter. Moi, pour nous, les petites et moyennes entreprises, nous pensons qu'on doit avoir des coûts raisonnables. Et si on est d'accord sur cela, ça pourrait intéresser les PME. Parce que ce qui freine les PME, c'est quoi? C'est les risques, c'est les coûts.
Oui, quand le banquier lui dit voilà, je prends ceci, je veux mettre de l'argent à votre disposition, ben, il faut telle garantie, il faut ceci, il faut cela. Et in fine, le taux d'intérêt qui marche, si c'est prohibitif par rapport à sa marge en général, les PME, généralement, les marges tournent autour de 20-30%, parce que ce sont des sous-traitants. Ce sont des sous-traitants de grandes entreprises qui leur imposent leur rythme, les appels d'offres. On vous dit, vous n'êtes pas le mieux disant, vous n'êtes pas le plus disant, on ne vous prend pas. Donc très souvent, ils sont obligés de faire des prix très faibles, avec des marges très faibles. Donc si la facturage, qui est une excellente solution, est bien à notre disposition, il va falloir que nos amis regardent le coût pour nous. Lorsque je prends de la banane plantain à Zenoula pour faire venir ici et que j'ai besoin que je vends à une structure dans un supermarché qui, généralement, attendent longtemps avant de vous payer et qu'ils mettent à notre disposition avec des taux élevés, ça pose problème. Maintenant, concernant le fonds de garantie, c'est une excellente idée pour nous d'avoir le fonds de garantie. Mais le gouvernement doit multiplier la cartographie des financements. Vous voyez, le fonds de garantie, on est encore dans la dette. Il faut que nous puissions, pour les start-up, la dette ne peut pas les accompagner. Ce qui peut les accompagner, c'est le capital investissement, c'est le crowdfunding, c'est-à-dire le financement par d'autres participatifs. Donc, il faut que la BCAO, vous voyez, j'ai un problème avec la BCAO. C'est quoi votre problème avec la BCAO? Le problème avec la BCAO, c'est l'hyper-réglementation dans un esprit inflationniste. Vous voyez, non. L'inflation, c'est on a trop de... l'argent n'a plus de valeur. Mais l'argent n'a plus de valeur quand on ne travaille pas. Mais les gens veulent travailler. On ne peut pas axer tout le débat sur la politique inflationniste, la politique... Non. Pour nous, il faut déréglementer pour permettre aux gens d'aller sur d'autres pistes pour pouvoir travailler. Après, on est dans des États organisés. Vous ne payez pas, vous êtes... Il y a la justice qui vient vous prendre, vous allez en prison. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi on n'arrive pas à se comporter d'une certaine manière dans d'autres pays, dans les pays développés? C'est parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Donc pour nous, ce que le président Marcellin, ce que le gouvernement a mis en place par rapport au fonds Covid, excellente chose, il faut aller plus loin. Aider les PME à avoir de l'argent à un excellent taux. On peut baisser le taux, on a 2,5. Président, je vous demande de descendre à 1%. Ce n'est pas un problème, ça peut se faire, oui. Et puis, le fonds de garantie, vous allez mettre le fonds de garantie à notre disposition qui reste de la dette, parce qu'il faut que M. Fadiga accepte de me financer pour que lui donne la garantie. Si monsieur... Voilà, vous voyez, le mécanisme, c'est un peu difficile. Il y a un autre mécanisme pour les champions nationaux où, dans ce cas d'espèce, le champion national s'adresse directement au fonds de garantie, parce qu'il a déjà été identifié comme un jeune pousse avec de l'avenir. Je suis très heureux qu'on parle des championnats nationaux, mais je pense que les PME... Comment vous identifiez les champions nationaux? Voilà. C'est un travail de concert qui va se faire d'ailleurs avec la plateforme. Qui va se faire, donc qui ne se fait pas en ce moment. Qui ne se fait pas pour l'instant, mais si vous voulez, dans la dimension champions nationaux, il faut retenir deux choses. Il y a des champions nationaux qui ont été identifiés au niveau des grandes entreprises. Et c'est une liste qui a été conçue par les grandes entreprises avec la CEGECI. Par contre, nous parlons maintenant des champions nationaux au niveau des PME. Parce qu'il faut construire ces champions nationaux avec les PME. Et c'est en cela que la plateforme unique des PME est pour nous essentielle. Parce que cela doit se faire d'un commun accord. Une fois que nous nous accordons avec la plateforme unique des PME, ces champions nationaux déterminés avec la plateforme auront accès PME, le titre des champions nationaux. C'est des critères qu'on va définir ensemble déjà. C'est-à-dire que le titre de critère de champion national, c'est d'abord d'observer pour les PME existantes celles qui ont des parts de marché substantielles ou celles qui peuvent se projeter dans l'avenir comme des structures qui pourraient capter des parts de marché en local ou à l'international. Donc, c'est des critères qu'on va définir ensemble avec la plateforme unique des PME. Très bien. Alors, Fatim Cissé, Youssouf Fadiga, tout à l'heure, Dr Diomandé évoquait la question des taux liés à la facturage. Comment vous réagissez? Moi, je pense que la digitalisation a un grand rôle à jouer pour ce qui est contrôle des coûts. Parce que quand on compare les taux, oui, on va comparer la situation où la personne ou la PME ne paye rien, mais il y a des coûts cachés à se déplacer pour aller déposer sa facture, à se déplacer pour aller faire le recouvrement, qui aujourd'hui sont absorbés aussi par la plateforme. Donc quand on compare les coûts donc, de la situation sans Créalia et après Créalia, je pense qu'il y a beaucoup d'entrants
qu'il faut prendre en considération. Et tous ces critères observés, je pense que les coûts restent assez compétitifs sur le marché. Youssouf Fadiga. Merci beaucoup pour cette question parce que tout à l'heure, Ndri a dit que lorsqu'il va passer par cette solution pour avoir de l'argent maintenant pour capter d'autres opportunités, ça, ce sont des opportunités que le docteur n'inclut pas dans son raisonnement. Parce que regardez tout de suite le coût qui est fait de façon faciale. Et dire que c'est prohibitif, je pense qu'il y a peut-être... je pense qu'il faut nuancer un tout petit peu plus par rapport à ce que Fatima a dit. Il faut... les PME elles-mêmes le savent. La question du recouvrement de la facture n'est pas une question aussi aisée que cela. Et donc, nous, ce que nous faisons, nous prenons ce risque et nous retournons vers la grande entreprise parce que nous pouvons discuter directement avec la grande entreprise et faire ce recouvrement en lieu et place des PME. Et donc, et comme vous le savez, 90 jours, c'est de l'argent aussi de nos clients que nous prenons pour mettre à leur disposition. Et ça, c'est un coût parce que quand les clients viennent chez nous, ils demandent à ce que leurs dépôts soient rémunérés. Et les PME, je suis parfois surpris parce que souvent, on a l'impression que les entreprises, il y a la partie où ils déposent l'argent et puis la partie où ils demandent de l'argent. Donc, ils disent, aujourd'hui, il faut rémunérer mes dépôts à un tel niveau, mais le crédit que tu vas me faire, il faut que ce soit inférieur même au taux que je souhaite que tu appliques. C'est de bonne guerre, chacun tire le drap de son côté. Donc, parfois, on est parfois même surpris de voir cela. Mais c'est dire qu'en fait, l'argent en lui-même coûte de l'argent. Déjà, coûte quelque chose à la banque. Et ce coût-là, il faut qu'on puisse, nous, quelque part, le facturer aux clients auxquels on fait des prêts. Donc, l'argent n'est pas gratuit. Et la charge que nous leur enlevons à travers le recouvrement que nous faisons et à travers, justement, les opportunités que nous leur offrons à travers, justement, la mise à disposition de ces fonds-là, normalement, doivent être pris en compte et voir cette opportunité comme une opportunité qui va changer totalement la donne pour les PME qui ont recours à ce produit-là. L'argent n'est pas gratuit. Ça, c'est vraiment une phrase d'un banquier. Docteur Diomandé, vous voulez réagir? Bon, je pense qu'on a tout dit, mais notre ami dit que l'argent n'est pas gratuit, on le sait. Ce que nous demandons, c'est de partager les risques. Partager les risques, c'est d'endosser le financement à des actifs tangibles qu'on partage. On ne peut pas dire actifs tangibles, simplement. Lorsque vous avez des projets ensemble, que la banque s'associe à vous, ils vont me dire que ce n'est pas leur rôle. Mais dans ces conditions, qu'ils ne fassent pas le métier de l'industrie financière. Parce que le métier de l'industrie financière, soit on reste banque commerciale, ou on est banque d'affaires, ou on est banque de projet. À partir de ce moment, il y a des réalités du terrain qu'il faut intégrer. Ces réalités, c'est que ça existe. Vous avez des approches. Lorsqu'on a eu la crise des subprimes avec les conséquences systémiques, il y a des modèles qui ont résisté parce qu'ils ont financé la vraie économie. La vraie économie, vous voulez construire un studio comme on a ici aujourd'hui, mais la banque s'associe et entre dans votre gouvernance. Et puis on travaille. Voilà. Et le taux, il n'y a pas le taux d'intérêt, il n'y en a pratiquement pas. Voilà. Donc on me dira que oui, ce n'est pas des modèles, c'est des modèles. Mais je pense que sur le marché, il faut que les PME puissent tout avoir pour qu'on puisse ensemble avoir une économie compétitive, qu'on puisse libérer les talents, pour que les gens puissent s'exprimer, qu'on réduise le chômage. Chacun sa responsabilité. Il ne faut pas que les gens disent « Ah, moi, je suis financier, je suis banquier, je prends de l'argent, je me calme. » C'est tout. Et puis, on respecte ce qu'on appelle le capital, le produit net bancaire. C'est-à-dire, ils font le ratio, ils font la différence entre les taux d'intérêt des emprunteurs, moins le taux d'intérêt de celui à qui ils donnent, et puis ils ajoutent leur commission. Ça, c'est pas bon. Pour eux, c'est pas bon. Mais non, ça ne peut pas continuer comme ça. Finalement, le système va se bloquer à un moment donné. M. Fadiga, vous êtes interpellé. En tout cas, je pense que là où je suis heureux, où on se rejoint, c'est de dire que le docteur Diomandé a dit qu'il faut toute une panoplie de types de financement. Alors, il y a les financements apport en capital, et ça, la banque n'est pas outillée pour ça, ce n'est même pas son rôle. Maintenant, ce qui concerne le financement des projets, c'est ce que nous faisons au quotidien. Nous, au niveau de la BNI, nous avons près de 500 milliards que nous mettons dans l'économie réelle. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Nous finançons des projets avec nos clients. Nous finançons des projets d'infrastructure. Au quotidien, c'est ce que nous faisons. Récemment, nous avons mis 108 milliards dans le secteur du cacao, etc. Donc, les exemples, je peux les citer. Alors, pour dire pourquoi est-ce qu'on ne finance pas certaines PME, nous avons parlé des questions de formalisation.
Parce que notre métier est un métier qui est aussi un métier réglementé. Tout à l'heure, on a parlé de pourquoi est-ce que les PME n'ont pas toutes bénéficié du soutien, du fonds de soutien aux PME. Mais parce qu'il y avait des critères et la plupart des PME ne répondaient pas à ces critères. Et ça, c'est un fonds qui est à la disposition des PME. On dit, venez vous servir. En contrepartie, il faut respecter un certain nombre de critères. Mais elles ne respectaient pas ces critères qui sont des critères quand même qui étaient relativement bas. Peut-être qu'elles le voient comme un cadeau empoisonné. Pas du tout, parce qu'en fait, c'était des fonds qui étaient... Ah oui, bon, peut-être. Ah ouais. Vous me rejoignez. Je rassure que ce n'est pas un cadeau empoisonné, bien entendu. Enfin, vous ne direz pas le contraire. En tout cas, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Ondri Delas, directeur général de Camtar, une PME ivoirienne spécialisée dans la logistique. Fatim Cissé, directrice générale de la PME Dux, experte en intelligence artificielle. M. Marcelin Zinsou, président du Conseil du Fonds de garantie pour les PME. Youssouf Fadiga, directeur général de la Banque nationale d'investissement. Et enfin, Dr Diomandé Moussa, président de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente soirée, excellente suite de programmes sur les antennes de la nouvelle chaîne ivoirienne.